Visio, donc nouvelle conférence sur le burn-out et le stress. On accueille donc Sabine Grégoire qui est avec nous et Manuel Gauthier. Bonjour. Bonjour Bonjour. Jenny, bonjour à tous. Accueillir sur Happy Visio. Eh bien, on est nombreux pour cette conférence. On en est ravis. Je vous laisse la main et à tout à l'heure. Belle conférence à tous. Merci. Merci. Alors du coup, bonjour à tous et bienvenue pour ces 60 minutes que nous allons passer avec vous. On est dans le cadre d'un triptyque en fait, à savoir 3 interventions autour du burn-out. Alors on a choisi avec, la MMJ de finalement d'aborder le burn-out sous l'angle de la prévention. Le premier opus a déjà eu lieu, donc c'était le 8 novembre et aujourd'hui, donc nous allons, vous présenter, tout ce qui tourne autour du stress et du burn-out. Enfin, tout ce qui tourne en tout cas sous l'angle de la prévention et j'ai choisi d'être accompagnée par Manuel Gauthier, que je vais laisser se présenter. Juste, je me présente rapidement, Manuel, avant de te laisser la main. Donc, je suis Très bien. psychologue qui travaille depuis le siècle dernier, avec différentes casquettes, deux principales, l'une en cabinet où je gère essentiellement, enfin, je reçois des patients qui sont concernés par des problématiques de trauma. Donc, ça peut être des traumas simples ou des traumas complexes, ou des problématiques en lien avec le travail, de la souffrance au travail notamment, et beaucoup de patients qui ont connu ou qui sont en phase de burn-out, d'où mon souci de prévenir. Voilà, mon autre casquette, c'est sur le terrain, où j'interviens sur des situations dégradées, individuelles ou collectives, qui sont en rapport avec le travail, donc sur la fonction public d'État, fonction publique territoriale et le secteur privé. Voilà, donc Manuel, je te laisse te présenter. Merci Sabine. Bonjour à toutes et à tous. Donc Manuel Gauthier, j'ai passé quelques années en gendarmerie, 20 ans pour être exact, dont 15 ans au GIGN, à la Force Intervention. J'étais chef de groupe et donc pour moi, c'est les situations de stress, j'en ai vécu quelques-unes et c'est une chance pour moi aujourd'hui de vous en parler avec Sabine, avec qui j'ai souvent des échanges sur le sujet. Et donc voilà, je ne vais pas m'attarder plus, je pense qu'il n'y a pas grand-chose de plus à dire, et puis on débute. Voilà, il y a tellement de choses à dire qu'on va commencer du coup. Voilà, alors on va essayer de dérouler les choses correctement. Nous voulions vous présenter donc déjà une partie sur le stress pour savoir de quoi on parle, parce que bien souvent le stress, c'est un terme un peu galvaudé et on ne sait plus trop ce que ça recoupe. Ensuite, on fera un petit focus sur le burn-out pour avoir quelques éléments de compréhension de ce qu'est le burn-out. Et puis enfin, on se penchera sur la prévention. Alors, la prévention sous l'angle à la fois individuel et collectif, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut mettre en place et à partir de quand pour prévenir le burn-out. Alors, on va parler effectivement du stress pour comprendre de quoi on parle, notamment avec un focus sur le stress au travail. Alors, juste pour vous prévenir, d'ailleurs, j'ai oublié de vous prévenir au début de la session, c'est que le support vous sera partagé par la suite. Voilà, comme ça, vous aurez de quoi vous repencher sur ce qui aura été partagé. Alors, quand on parle de situation de stress au travail, on va parler de situation potentielle de stress au travail, puisque on le verra tout au long en filigrane de cet échange. Il y a toujours une question de perception du stress. Alors, on a différentes situations de stress au travail qui sont finalement depuis l'entrée dans l'organisation par le biais du recrutement jusqu'à la sortie de l'organisation de travail, c'est-à-dire que ça puisse être un départ à la retraite, un licenciement, une rupture conventionnelle. Et entre ces deux phases, il peut se passer beaucoup de choses et notamment beaucoup de situations qui peuvent générer du stress, comme des éléments comme la charge de travail, des questions d'effectifs, des circuits décisionnels, des situations particulières qui mettent notamment la confiance en soi parfois à rude épreuve, du moins pour certains, mais c'est aussi les conditions de travail et tout ce qui va être en lien finalement avec le relationnel au travail, qu'il soit hiérarchique ou qu'il soit transversal.
Alors, on a eu effectivement nombre de discussions avec Manuel et on a toujours été d'accord sur le fait que le stress, par définition, n'est pas quelque chose de négatif en soi. Le stress, c'est une réaction physiologique qui vient en fait en réponse à un ensemble de facteurs et chacun va pouvoir être soumis à des situations qui vont lui demander d'y faire face et il y fera face plus ou moins efficacement en fonction de finalement d'éléments individuels et personnels, de notre histoire par exemple, de nos expériences passées. Ça peut être aussi eh bien, tout simplement de notre état de forme du moment, de nos préoccupations qui peuvent être d'ordre finalement personnel et qui infusent la vie professionnelle. Et puis, il y a tout ce qui est de l'ordre du collectif de travail, que ce soit les conditions de travail. Et là, je vais effectivement laisser Manuel nous parler aussi de l'entraînement ou de l'état d'esprit qui peut influer sur notre perception du stress. Manuel, si tu Oui, veux illustrer un donc peu. Sabine, comme tu le dis, notre histoire, notre passé, de notre forme, ça va être notre forme physique, notre forme mentale et nos préoccupations personnelles. Pardon. Effectivement, il y a une cohérence entre notre vie personnelle et notre vie au travail, et les deux, en fait, vont interagir, ce qui peut nous amener à des situations de stress. Et comme disait Sabine, à la base, le stress, c'est pas quelque chose de négatif, hein. C'est toujours dans le but. On est souvent stressé quand on a envie de faire les choses bien finalement. Donc ça, c'est vraiment à prendre en compte. Euh, je vais parler moi par rapport au métier que j'exerçais. On avait souvent l'habitude de dire dans le milieu militaire et donc au GIGN, entraînement difficile, guerre facile. Les moments où vous devez vous mettre en situation de stress, enfin ces situations qui vont être difficiles, c'est avant en fait votre objectif. Il faut vraiment chercher à faire le plus dur avant. Voilà. On disait entraînement difficile, guerre facile. Les entraînements étaient très poussés. Les blessés ou malheureusement les morts qu'on a eus à l'unité, c'était plus souvent en entraînement. Ça permettait vraiment d'exceller au moment de l'intervention. Ça permettait d'être préparé, d'avoir pu brosser les cas non conformes. On appelait ça les cas non conformes. C'est-à-dire qu'en gros, on avait une trame, on connaissait l'objectif, on avait tout checké avant, on savait exactement ce qu'on devait faire, mais on prenait quand même en compte des éléments qui pouvaient intervenir et qu'on n'avait pas prévus. Si vous ne le faites pas avant, effectivement, ça peut vous poser des problèmes. Et le but, c'est pas découvrir ce qu'on n'a pas envie d'avoir le moment venu. Mieux vous y pensez avant. L'état d'esprit aussi, c'est très important pour moi. On a longuement parlé avec Sabine. Il faut, je pense, je me réfère toujours à un sport qui est le rugby, euh, qui pour moi a un état d'esprit vraiment exceptionnel. C'est-à-dire que les gens sur le terrain sont dans le combat, mais finalement après on se retrouve et tout va bien. Donc il faut vraiment avoir, vraiment l'état d'esprit d'être compétiteur, de vouloir réussir les choses et de savoir que de toute façon ça va être dur. Donc autant se préparer avant. Et c'est le cas notamment de ce sport. Et c'était aussi le cas au GIGN. C'était beaucoup dans la préparation. Et l'anticipation. Pour rebondir Évidemment. sur une illustration, finalement, sans stress, on ne serait pas là pour la simple et bonne raison, c'est qu'à l'époque, si nos ancêtres n'avaient pas stressé à l'idée d'être attaqués par des bêtes féroces, jamais ils n'auraient mis de feu devant leur grotte et ils auraient été par définition mangés par les loups. Donc, quelque part, le stress, c'est ce qui nous permet de faire face aux situations, effectivement. Alors là, si on parle de baromètre de stress, et d'ailleurs, on le verra, on le verra plus tard, on peut un peu faire nos niveaux de temps en temps, c'est savoir où est-ce que j'en suis dans le stress. On va parler du burn-out, mais il y a aussi le bore-out, c'est-à-dire l'ennui au travail, l'absence de stimulation, d'émulation et de stress, qui est tout autant délétère que trop de stress, comme on le verra.
On a, ce qu'on pourrait identifier, ce qu'on appelle les stresseurs. Les stresseurs qui sont de différentes natures. Les stresseurs, c'est des facteurs qui peuvent générer, un sentiment, mais aussi une réaction de stress chez nous. Ils peuvent être soit externes, soit internes et chacun, comme nous l'avons déjà dit, va réagir à un même stresseur différemment en fonction de qui il est. Alors on a la notion de délai. Tu me dis, Manuel, hein, si tu veux, sur les Mais différents. c'est un facteur très important parce qu'on va avoir un délai sur un objectif de toute façon, quoi qu'il en soit. Que ce soit je vais toujours faire une correspondance avec le métier que je faisais avant, hein. On a toujours un objectif. Nous, par exemple, on avait des délais qui étaient très courts. On avait des délais en fait qui ne nous permettaient pas d'analyser avant parce que c'était sous le signe de l'urgence. On était appelé la nuit et il fallait partir et on avait 30 minutes pour quitter la caserne en fait et partir sur l'intervention. Donc effectivement, c'était un facteur dès le départ qui était très stressant. Et il fallait prendre en compte ça et il faut le prendre en compte aussi dans le milieu professionnel en se disant ok, j'ai tant de temps pour faire cette chose-là, mais comment je vais rationaliser au mieux le temps que j'ai pour me préparer et pour intervenir. Voilà. Donc c'était ce qu'on disait finalement quand on en discutait, c'est prendre le temps pour en gagner ensuite. Si vous voulez aller vite, il faut prendre son temps. J'ai un exemple très concret, je faisais du parachutisme, tout se passe très vite, hein, on chute à 180 km/h, on a des figures, enfin vous avez tous vu des images à la télévision, ça paraît très simple alors qu'en fait c'est extrêmement compliqué et que finalement si vous voulez aller vite, dans le sens propre du terme, vous allez faire des choses brouillon et au final vous n'allez pas avoir le résultat que vous vouliez en sortant de l'avion. Et donc je disais à mes élèves, écoute, si tu veux aller vite, prends ton temps. Prends ton temps, ça veut dire fais les choses bien. Fais les choses bien, structure-les, et tu verras qu'à la fin, le résultat n'en sera que meilleur. Et c'était le cas. Et donc, on parlait en secondes, mais on gagnait des secondes énormes. Et ça, c'est vraiment important de se préparer, de prendre le temps, d'analyser, et ensuite, on y va. On ne se jette pas comme ça, dans le vide. Alors après, en situation de travail, parfois on n'a pas trop le choix et on a ce qu'on appelle notamment les interruptions qui vont être des stresseurs externes, c'est-à-dire que vous êtes concentré sur un dossier et vous êtes interrompu par le collègue qui rentre dans le bureau, par les coups de fil, par les mails, tout est toujours plus urgent que que ce sur quoi vous étiez avant. Les interruptions, c'est quelque chose qu'il faut avoir vraiment à l'esprit puisque ça crée vraiment des atteintes au niveau cognitif en termes de concentration, de mémorisation, d'attention. Donc les interruptions sont un stresseur qui parfois peuvent convenir jusqu'à un certain degré à certaines personnes, puisque ça fait des diversions, ça permet aussi finalement de nourrir un certain besoin de diversité, etc. Mais attention à trop d'interruptions. La charge de travail, comme on le disait avec Manuel, il y a la charge de travail qui est prescrite, hein, c'est ce qu'on attend de vous, c'est ce qui vous est donné à faire. Il y a la charge de travail réelle, donc en fonction d'éléments comme les interruptions, votre charge de travail va être ressentie différemment. Et puis enfin, la charge de travail qui est ressentie, parce que si vous avez prévu le jour même d'aller, par exemple, dîner avec votre conjoint, et puis que vous avez un collègue malade et qu'il y en a un autre qui est en formation qui vient vous interrompre très souvent, et puis une demande de toute façon qui est dédiée à votre poste, ça fait beaucoup qui s'ajoute au fait qu'en plus, ça va interférer sur la suite de votre journée, à savoir le dîner avec le conjoint. Donc là, c'est la charge de travail ressentie. Et c'est important d'avoir à l'esprit ces notions parce que la charge de travail pour deux personnes ne va pas être ressentie de la même façon. Ensuite, nous avons tout ce qui est de l'ordre des relations humaines, hein, qu'elles soient verticales ou horizontales. Le niveau de responsabilité, Manuel, on en parlait aussi, trop ou trop peu. Hein, tu veux nous Trop en peu. dire un petit mot? Oui, c'est important parce que souvent, quand on parle de responsabilité, on parle de la personne qui en a trop parce qu'on lui en demande trop. Mais en fait, finalement, je pense que ça concerne beaucoup d'entre vous. Parfois, on se sent, alors c'est pas sous-estimé, mais on se dit, mais je pourrais le faire, ça. Je pourrais le faire. Et plutôt que d'aller voir son supérieur ou en tout cas la personne qui donne les tâches, on garde ça pour soi, on se renferme là-dedans et c'est pas bon. C'est pas bon parce que ça veut dire une chose, c'est qu'on a des capacités. Généralement, quand on a cette réaction-là,
c'est qu'on a les capacités de faire. Et ce qui est important dans la gestion du stress aussi, c'est de ne pas hésiter à se mettre en avant, c'est pas le terme, mais à montrer qu'on peut faire, en fait. Et ne rien dire, c'est se faire du mal, hein, vraiment. Je pense que, je ne sais pas si en disant ça, ça parle à beaucoup, mais parfois on se dit mince, et on fait rien, et du coup, bah, on tourne, ça tourne dans la tête, et après il est trop tard, on ne revient pas sur le sujet, les choses sont faites, et on s'en veut, et c'est facteur de stress, effectivement. Et on verra effectivement la communication, on va en parler un petit peu plus loin. Alors, il y a d'autres facteurs externes, hein, l'insécurité, la nouveauté, tous les changements par définition peuvent être générateurs de stress. Euh, On va voir, je crois que c'est dans le slide suivant, par exemple, un déménagement. Et pour nombreux d'entre vous, vous l'avez connu, hein, le déménagement, à savoir passer d'environnements très horizontaux, assez protecteurs, assez feutrés, à un environnement très vertical, un environnement très vitré, passer d'un petit bureau personnel à un open space avec du flex office, etc., sont autant de facteurs externes qui peuvent générer du stress, d'autant plus s'ils ne sont pas accompagnés. Donc la nouveauté et tous les changements qui vont avec. Les nuisances sonores, olfactives, etc. Je ne vous fais pas de dessin dans les open space. Il peut y avoir des éléments qui effectivement peuvent générer du stress et il faut l'avoir à l'esprit. En termes de stresseurs externes, on a aussi l'environnement familial. C'est externe au travail, mais ça peut infuser votre disponibilité au travail. Les horaires décalés, alors qui mieux que Manuel peut connaître les horaires décalés, mais que vous connaissez aussi pour être sous astreinte, contrainte, etc., avec parfois des audiences qui durent jusqu'au milieu de la nuit. Manuel, tu veux donner un petit Oui, parce que éclairage? en fait, si on prend ce sujet, c'est vrai qu'on est tous, globalement, on est tous passionnés par le métier qu'on fait, et il a ses contraintes, et effectivement, nous, on les connaît, et on vit avec, et on le sait. Par exemple, je vous disais tout à l'heure, nous, quand on partait en intervention, c'était, aussi bien le jour, que la nuit. En fait, on ne savait pas, ce qui allait se passer, l'heure d'après. Donc, on était prêt à ça. Mais, effectivement, ça pouvait générer du stress. Par exemple, quand je partais la nuit, je stressais parce que aussi je savais que mon entourage familial se retrouvait dans une situation où il s'inquiétait. Donc, voilà, en plus des délais dont on parlait tout à l'heure, en plus de cette surprise du bip en pleine nuit, on emmenait un peu des gens avec nous. Et quand vous partez, bah, vous devez vraiment vous reconditionner parce que vous avez cet effet de se dire ouais, je pars, voilà, en plus de ce qui allait se passer, je pars dans une mission, je laisse derrière moi la famille, donc on se retrouvait dans une situation de stress qui avait encore rien à voir avec la mission finalement. Mmh. Et qui s'ajoutent. Alors, on a parlé des conditions de travail, hein, qui sont aussi les conditions de travail géographiques. Le temps de trajet, par définition, qui peut être un stresseur positif, c'est mon sas de décompression entre mon travail et chez moi, et vice-versa, je fais des sudoku, j'écoute des podcasts ou de la musique, mais potentiellement qui peut devenir un stresseur impactant. Si vous avez un rendez-vous important le matin même et que vous prenez la voiture, bah oui, et qu'il y a un accident et un bouchon de 2 heures, c'est quelque chose par définition sur quoi vous n'avez pas la main. Donc, on verra là aussi les petites astuces pour faire baisser le niveau de tension que ça peut générer. Ça, c'est L'actualité, pardon, oui, excuse-moi Sabine. Non, je t'ai vas-y, coupé. vas-y. Non, ça fait partie, concrètement des cas non conformes, en fait. On a notre schéma, on sait qu'on doit arriver à telle heure, on sait qu'on doit aller à la réunion. Donc en fait, on est prêt, on est détendu finalement. Et puis là, arrive l'imprévu, et qui va générer plein de choses derrière. Parce qu'on va commencer à s'inquiéter. Je vais pas être à l'heure, finalement, je vais pas être à l'heure, donc je vais pas être bien, je vais mal faire, mon intervention ou ma réunion ou peu importe. Alors qu'en fait, finalement, on n'y peut rien à ça. C'est vraiment, et il faut réussir à on dit souvent, de laisser, glisser, bah, ouais, en fait, on n'a pas le choix, donc il faut le faire. Il faut le faire, il faut dans sa tête, il faut se dire que: «Ouais, je n'y suis pour rien, j'ai une raison de toute façon». Donc je vois quelques questions, on répondra à la fin, mais oui, il y a la hiérarchie, mais la hiérarchie, elle doit comprendre qu'elle aussi, ça peut lui arriver, et il faut pas hésiter à en parler, en fait, et il faut pas hésiter à prévenir les gens. Voilà, on sait avec qui on a notre réunion le matin, bah, on appelle et puis voilà, il m'arrive ça, et ça se décale une réunion, voilà.
ça se décale. Ouais, c'est ce qu'on va voir effectivement, tout ce qu'on peut mettre en place. Alors Manuel, il a un don que je n'ai pas, c'est qu'il arrive à parler en lisant. Moi, j'y arrive pas du tout. Donc les questions que vous posez, si vous les posez, qu'on n'y répond pas, on se permettra d'y revenir à la fin. Voilà, donc l'actualité, on ne va pas trop développer non plus, vous voyez de quoi on parle, mais l'actualité géopolitique, économique, et l'actualité aussi, par définition, quand vous êtes dans un ministère, il y a l'impact de certaines décisions gouvernementales ou des changements de gouvernement ou autres qui vont impacter aussi sur votre travail. Et puis le stress communicant des autres, et effectivement, le stress peut être communicatif et communicant. C'est important de le savoir et on verra comment s'en préserver. Je rebondis vite fait Oui, sur l'actualité. L'actualité, en fait, à une époque, on allait la chercher parce qu'il y avait que des journaux. Aujourd'hui, on ne va pas la chercher. On nous l'amène et on nous l'amène en quantité extraordinaire. Certains d'entre nous, dont je fais partie, hein, dont on fait tous partie, on va pas. Parfois, juste un titre nous suffit. Et finalement, on prend ce qu'on nous donne, on l'interprète tout de suite, on n'analyse pas et on prend pas le temps. On prend pas le temps et on se génère du stress. Et vous savez très bien que quand on arrive au travail ou n'importe où d'ailleurs, même dans votre vie familiale, socio-professionnelle, en général, on parle tous des sujets d'actualité, mais alors qu'on n'est pas allé les chercher. Moi, je regarde plus la télé, et pourtant, je sais exactement tout ce qui se passe, parce que dès qu'on a eu notre téléphone, dès qu'on parle avec quelqu'un, voilà, on sait tout. Et c'est communicant, très clairement. ensuite, on a vu un certain nombre de facteurs, de stresseurs externes. On a les stresseurs internes qui sont effectivement potentiellement générateurs de stress, mais encore une fois, de stress qui peuvent être tout à fait positifs. Donc, on a tout notre système de valeurs, notre système de croyances, notre identité, nos cycles de vie. Alors, les valeurs, c'est quoi? C'est par exemple, j'ai une grande conscience professionnelle. Ah bah, ça fait de moi quelqu'un qui va m'investir, qui va chercher à bien faire ce que j'ai à faire. Sauf que à l'inverse, ça peut m'amener finalement à ne jamais savoir dire non et à toujours vouloir faire mieux. Et là, du coup, j'ai du mal à poser des limites. Les croyances, c'est je dois être utile, quoi qu'il arrive, j'ai le sens du service public, on m'attend, il faut que je réponde quoi qu'il arrive, au risque, au risque de ne pas finalement me préserver. Notre identité, si notre identité, elle est essentiellement construite autour du travail, eh bien, on le verra plus tard avec l'histoire du bateau, on risque d'être aussi impacté par notre surinvestissement. Nos cycles de vie, les cycles de vie, c'est, oui, par exemple, on est en plein divorce, par exemple, on est à l'aube de notre retraite, on est dans une reconfiguration familiale ou on est dans une époque de maternité ou de paternité. C'est un ensemble de cycles de vie qui vont nous faire percevoir les contraintes de l'environnement professionnel différemment. Voilà, notre façon de recevoir, de nous représenter le monde, notre ego et notre orgueil, ça c'est Manuel qui va vous parler de l'ego et de l'orgueil comme stresseur interne. Oui, parce que souvent, on a l'habitude de dire cette personne-là, elle a un orgueil démesuré, elle a un ego démesuré, alors qu'en fait, on en a tous. Globalement, on en a tous. Euh, Moi, dans le métier que j'ai fait avant, c'était très élitiste, finalement. On disait que c'était toujours les meilleurs de la gendarmerie. En fait, c'était ceux qui ont réussi, hein, tout simplement, les tests. Le fait est, c'est que quand on était là-bas, enfin, on avait tous un ego assez fort et un orgueil très fort en fait. Et par exemple, tous les vendredis, on faisait un match de foot, c'était un 3-3, c'était des Coupes du Monde en fait, c'était jamais des matchs, alors ça se passait super bien, mais il y avait quand même ce côté de vouloir être devant. Et faut pas se voiler la face, on est tous comme ça, même si on pense ne pas l'être, on est tous comme ça. On a tous de l'orgueil, on a tous de l'ego, il en faut de toute façon. C'est juste qu'à un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Il faut quand même aller un petit peu à la bagarre, entre guillemets, parce que voilà, on a tous un caractère. Mais il faut montrer qui on est, mais il faut s'arrêter là. Voilà. Et ne pas amener à se retrouver dans des situations stressantes, parce que finalement, on va s'embrouiller avec des gens alors que c'est pas la peine. Quoi. Voilà. Donc on a le même objectif initialement, c'est de Voilà. faire un match ensemble, de prendre ou de mener à bien une mission ou et Oui, il ouais. faut pas. Vas-y Manu, oui. En fait,
pour être très clair, parce que souvent, quand je regarde les émissions qui passent sur l'unité où j'étais avant, on a l'impression on s'entendait tous, qu'on est une grande famille. Ouais, effectivement, on a une grande famille, mais on s'entendait pas tous, comme dans une famille d'ailleurs, au final. Mais par contre, on avait un objectif commun. Et si on se trompait, les résultats étaient catastrophiques pour nous, pour notre adversaire, pour les otages. Voilà. Donc il y a des gens que j'aimais pas, il y a des gens qui m'aimaient pas, il y a des gens que vous n'aimerez jamais, il y en a qui vous supportent pas. Il faut vivre avec. C'est quoi l'objectif en fait? Parce que le monde professionnel, c'est ça. On travaille pour des objectifs. Donc l'objectif, il faut l'atteindre. L'ego, l'orgueil, nos croyances, nos valeurs, peu importe qu'elles soient religieuses ou peu importe, on doit les mettre de côté à un moment. Et le point final, c'est réussir ce qu'on nous a demandé, quoi. C'est ça qui est important. Tout à fait. Et l'ego, c'est pas le narcissisme, hein, c'est deux choses différentes. Tout à fait. Les stresseurs internes, c'est aussi la forme dans laquelle on se trouve au moment où on vit une situation, y compris notre aspect physique. Et on verra, Manuel, hein, tout à l'heure, dans les trucs et astuces, comment prévenir à ce niveau-là. Juste, alors du coup, parler du stress avec le management, oui, c'est possible et on verra comment. C'est dans la suite de notre déroulé. Voilà, travailler plus pour gagner. Voilà, finalement, gagner quoi. Donc, nous allons vous parler maintenant du burn-out avec quelques éléments de compréhension pour savoir de quoi on parle quand on parle de burn-out, puisque c'est effectivement un terme très galvaudé également, mais bien présent. D'ailleurs, en fait, on appelle ça, alors moi je reprends les termes de Célie qui, à la fin des années 40, parlait d'un syndrome d'adaptation, c'est-à-dire que c'est toujours de toute façon la rencontre d'un individu avec un contexte, avec un environnement. Lui, il décrit 3 phases. La phase d'alarme où vous avez un nouveau dossier qui arrive, une nouvelle demande, une urgence, une intervention qui arrive. Et en fait, votre corps va se mobiliser, générer des hormones du stress pour faire face à la demande et pour répondre effectivement à ce qui arrive. Maintenant, si le stress si l'événement stressant perdure, est trop intense ou s'accumule, à ce moment-là, il n'y a plus de phase de récupération et c'est comme si on noyait le moteur, on noie l'organisme dans les hormones du stress jusqu'à l'épuisement et l'effondrement psychique, l'effondrement physique, l'effondrement social qu'est le burn-out. Et on va voir qu'effectivement, c'est l'aboutissement d'un processus, le burn-out, et ce processus, c'est le stress chronique, le stress qui dure, puisqu'on a 2 types de stress, on a le stress ponctuel et le stress chronique. Le stress ponctuel est constructif et productif, vous permet de répondre à une attente ou à une stimulation. Le stress chronique vous engorge d'hormones du stress et fait que finalement, il vous paralyse. Voilà. Donc là, vous voyez bien qu'il y a le niveau de stress, l'intensité, la durée du stress qui sont des facteurs clés pour comprendre le passage du stress ponctuel au stress chronique. Le stress chronique, c'est le dossier qui est au-dessus de la pile, qui est, comment dirais-je, recouvert par d'autres dossiers encore. Au final, on a une pile de dossiers à régler, on ne sait même plus par où commencer et on est engorgé, on n'arrive plus à faire un travail de qualité et qui plus est, on commence à faire des erreurs qui finalement entraînent d'autres erreurs et d'autres personnes dans l'erreur et là, le cercle vicieux s'installe jusqu'à l'effondrement. Là, je vais rebondir, Sabine, parce que c'est quelque chose, c'est comme ça qu'on s'est connus d'ailleurs. Par rapport à ce que dit Sabine, donc le stress productif, effectivement, il existe. Sans raconter ma vie, ma dernière mission au GIGN, le dernier jour de ma dernière mission au GIGN, parce que j'avais décidé de quitter l'unité, elle se passe en Afrique et je suis blessé par balle, par des balles de Kalachnikov. J'en prends 2 au niveau du thorax et une dans la tête. J'ai passé mon temps à l'hôpital où j'avais qu'une envie, mais ça c'était parce que là d'où je venais en fait, avec toujours ce besoin de s'en sortir, et puis ce conditionnement que j'avais d'être parmi les meilleurs en fait, de se dire je suis au GIGN, ça va bien se passer. Je me suis extrêmement rapidement rétabli en fait, alors qu'on m'annonçait 1 an de prison, j'allais dire, 1 an d'hôpital.
Je suis sorti au bout de 2 mois parce que j'avais cette volonté et cette certitude et cette envie d'aller mieux. C'est ce qui s'est passé. Alors qu'à la base, j'étais condamné. Euh, Pendant mon séjour, j'ai vu un psychologue qui me dit attention, tu peux avoir un contre-coup. Et ça, j'y croyais pas. Pour moi, les gens qui vont voir des psychologues, des psychiatres sont des gens, à l'époque, c'était des gens qui étaient faibles et je concevais pas du tout ce principe. Le fait est, c'est que quand j'ai quitté, quelques mois après, je me suis retrouvé face à un mur et je me suis retrouvé au point extrême. Et le point extrême, il est extrêmement violent pour le coup. Et là, j'ai chuté. J'ai chuté et là, il y a marqué stress paralysant, c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que dans votre tête, vous vous dites, enfin moi, je me disais, je vais dire un gros mot, mais t'es pas une merde et tout, vas-y, pourquoi tu te lèves pas ce matin, lève-toi. Et en fait, je n'y arrivais pas. Tout était dissocié en fait, entre ce que je voulais faire, mon corps, mon cerveau, il n'y a rien qui fonctionnait en même temps. Et ça, il n'y a que les professionnels qui peuvent vous sortir de là. Voilà, je vous le dis parce que je crois on aborde après, Sabine, il me semble. Voilà, vous pouvez pas demander. Voilà, Oui, oui. c'est ce côté où il faut faire. Quand vous arrivez à ce stade-là, c'est le moment où il faut vous concentrer vers des professionnels. Et choses que j'aurais jamais imaginé avant. Et ça, je voulais faire un point là-dessus. Et ce que tu disais est très juste, quand on en a très souvent parlé, de l'état de stress post-traumatique, mais là, c'est pas le sujet, hein, Ouais. et de l'épuisement, c'est qu'en fait, on peut malgré nous entraîner des gens avec nous, donc, et des proches notamment. Donc, c'est l'importance de se faire aider. On parlait de la piscine, et parfois, on surnage comme ça entre deux eaux, on a l'impression qu'on boit la tasse, on ressort un peu, on recoule un peu, jusqu'au jour où on va au fond de la piscine. Mais il ne faut pas y aller tout seul. Non. Et c'est là qu'il faut se faire accompagner pour pouvoir pousser avec les pieds au fond de la piscine et pouvoir ressortir. Voilà, Et parce que c'est pas votre environnement familial, parce que souvent on va se retourner vers nos proches et c'est normal, et eux vont vouloir nous aider. Dites-vous bien que ce ne sont pas eux qui vous sortiront de cette situation-là. Faut vraiment se concentrer vers des professionnels qui ont une autre vision des choses. Sinon, vous serez toujours entre deux eaux finalement, parce qu'il y aura de l'affect. Alors que un professionnel qui va s'occuper de vous, il est neutre et il faut aller au fond de la piscine, comme tu dis, Sabine, pour pouvoir pousser avec les pieds. Voilà. Donc là, c'est quelque chose de vécu, c'est quelque chose auquel je ne croyais pas, de par mon passé, parce qu'on est toujours mis en avant, on est toujours au-dessus du lot, entre guillemets, et finalement, non, on est comme tout le monde, on est tous pareils. On est tous pareils. Un être humain, c'est un être humain, quoi. On est tous constitués de la même façon. Donc voilà. Merci Manuel de ton éclairage. Alors là, on a voulu en fait illustrer un peu finalement le déséquilibre qui amène au burn-out. C'est très schématique, mais on a trouvé que c'était assez parlant par rapport au stress professionnel qui peut, s'il perdure, amener au burn-out. C'est un déséquilibre en fait entre les attentes et les exigences, les objectifs et les moyens et les ressources qu'on a à notre disposition pour répondre à l'attente, pour répondre à la demande, pour répondre aux exigences. Mais encore une fois, tout ce qui est l'ordre des outils, des ressources et des moyens, il y a une question de perception, comme vous l'avez compris, en fonction de qui nous sommes, de quoi nous avons besoin, de ce que nous venons chercher dans le travail aussi. Donc, c'est plus complexe qu'un simple déséquilibre, et c'est important de l'avoir à l'esprit. Alors, le burn-out n'est pas une maladie, n'est pas reconnu comme étant une maladie professionnelle. Il est reconnu comme un syndrome d'adaptation. Un syndrome, c'est un ensemble de symptômes, mais de par le côté multifactoriel, c'est extrêmement compliqué encore aujourd'hui de le définir comme une pathologie et comme une maladie professionnelle. Et force est de constater qu'il est en fait prévisible, ce n'est pas une fatalité. Le tout, c'est qu'il faut qu'on soit vigilant vis-à-vis de nous-mêmes, mais vigilant aussi vis-à-vis de ceux qui nous entourent. Alors, pour essayer de simplifier un petit peu, on a voulu vous schématiser les choses pour illustrer finalement le processus qu'est le stress chronique amenant au burn-out. Il est à la fois progressif et insidieux. Et c'est un ensemble en fait de facteurs, à la fois individuels, qu'est-ce que je viens chercher dans le travail, si je suis en quête permanente de reconnaissance, c'est que je viens probablement réparer quelque chose dans le travail qui va me
prédisposés à ne pas savoir dire non, à finalement prendre toutes les astreintes possibles, à ne pas respecter mes horaires de travail, à remplacer tous ceux qui sont remplaçables, etc. C'est le rapport à la hiérarchie aussi, et aux ressources humaines, c'est des fortes valeurs d'engagement. C'est lorsque vocation et profession peuvent se confondre, et là, je pense que certains aussi auront quelques résonances par rapport à leur métier. L'appartenance à un corps qui peut être à la fois une protection, mais pour autant qui peut aussi parfois nous aveugler dans finalement l'implication et l'investissement qu'on met dans notre travail, la conscience professionnelle. Et enfin, la difficulté à étanchéifier vie personnelle et vie professionnelle. Donc, on va vous donner encore une fois quelques astuces. Hein. Manu, tu me fais un signe si tu Ouais, veux. non, je vois que tu as parlé de la hiérarchie. Je vois que dans les questions écrites, en tout cas, il y a beaucoup de rapports à la hiérarchie. Donc, effectivement, on a toujours un chef. Hein. Mais à un moment, il faut avoir une honnêteté intellectuelle, c'est-à-dire d'oser aller voir le chef. Alors, il va pas forcément être réceptif, mais au moins lui dire. Je ne sais pas si à chaque fois, et ça peut être très mal perçu d'ailleurs, mais si la personne en face de vous n'est pas au courant de vos problèmes parce que vous en avez déjà eu un avant qu'elle n'a pas voulu traiter et que vous n'osez plus, on ne s'en sort pas. Donc, il faut avoir l'honnêteté intellectuelle et le courage intellectuel d'aller voir les gens et leur dire, écoutez, là, non, là, je peux plus, là, je peux, voilà. Malgré notre conscience professionnelle, et c'est souvent ça qui nous amène à ce blocage, c'est qu'on a tellement envie de bien faire les choses, il suffit qu'une fois on nous les refusé, on n'ose plus. Mais il faut pas, il faut que tout le monde soit au courant en fait, la Et on hiérarchie va, et les gens en dessous. ouais. Et les collègues. Et on va voir comment, parce que s'il y a des questions en ce sens, on va voir comment, encore une fois, dans les trucs et astuces après, hein, comment on peut parler de notre situation pour être entendu. Ensuite, on a fait dresser les signaux faibles, les signaux forts, jusqu'à l'effondrement. Alors, ce qu'on fera, c'est qu'on vous laissera découvrir l'ensemble de ces symptômes, de ces indicateurs, pour que l'on puisse avoir l'opportunité de vous parler des trucs et astuces. Vous verrez donc la surchauffe, ce qui caractérise le stress chronique, l'engrenage, avec tous les impacts au niveau de la santé psychique, physique, etc., la désocialisation, les symptômes et les troubles, l'isolement, le recours aux expédients qui sont pas toujours très visibles, pas très visibles, mais en tout cas qui sont légion dans les situations d'épuisement, venir à tout prix, parce qu'il y a une période assez longue de déni, c'est-à-dire que tout à l'heure, Manuel parlait de la fragilité ou de la faiblesse. En fait, il faut partir du principe où quand on est dans cet état-là, on n'est pas fragile, on n'est pas vulnérable, on est fragilisé par un ensemble de facteurs et on est vulnérabilisé par un certain nombre de facteurs. Donc, on est en réaction à un ensemble d'événements. Et ça, c'est important à l'avoir à l'esprit parce que qui dit réaction dit qu'on est en vie. Hein. Aussi difficile que cela puisse paraître, quand on est vraiment abîmé, on est en réaction. Voilà, avec le stade ultime, et on va juste passer 2 petites minutes là-dessus, c'est ce que vous a décrit tout à l'heure Manuel, c'est l'impossibilité de connecter le corps et l'esprit. En gros, il y a une totale dissociation. C'est vraiment, moi j'ai eu des personnes voilà, qui se sont retrouvées pour une petite phrase prononcée en réunion, qui se sont retrouvées complètement tétanisées sous la salle de réunion, ne pouvant plus ni parler, ni bouger. Ça peut être l'attaque de panique sur le quai du métro. Ça peut être également, vous vous levez, vous ne tenez plus debout, ou ça peut aller jusqu'à des vomissements. Enfin, c'est le corps qui parle parce qu'on n'a pas entendu le reste. Et parfois, la souffrance est tellement forte qu'il y a des idées suicidaires, des crises suicidaires ou des passages à l'acte. Petit mini focus sur le suicide. Le suicide n'est jamais un choix, c'est une absence de choix. En fait, c'est l'aboutissement d'un processus où finalement, c'est la souffrance qui vous gouverne et du coup, il n'y a plus qu'une seule façon de la faire taire, cette souffrance. Je le glisse parce que j'entends trop souvent pour intervenir sur des situations après des suicides où le suicide est vraiment mal connu.
Donc c'est important de savoir que c'est une absence de choix. Manuel, je ne sais pas si tu veux Oui, réagir. complètement. Et ça devient une décision finalement. Une décision par manque de choix. Donc, on dit souvent, ouais, on a toujours le choix. Euh, plus là, plus à ce moment-là. C'est que voilà, Mmh, donc c'est une prise de décision, voilà, qui est tragique. C'est une prise mmh, de décision. Donc, mmh, et pour ne pas en arriver là, il y a quand même énormément de choses à faire avant, euh, et notamment de parler à ses ouais, collègues. On n'est pas tout seul finalement. Euh, dans le monde du travail, on n'est pas tout seul. On a des collègues avec qui on s'entend plus ou moins bien. On a nos chefs, mais on n'est pas tout seul. Et il faut en parler. Il ne faut pas avoir honte d'en parler, parce que souvent on a honte d'en parler, parce que souvent parler de ses problèmes, c'est un aveu de faiblesse. Alors, on va dire oui, ouais, finalement, ouais, ok, mais quoi? Je veux quoi, moi? Moi, je veux m'en sortir, je veux avancer, je veux sortir de l'état dans lequel je suis, et je sais très bien que de toute façon, je ne le ferai pas tout seul. J'ai besoin d'aide. Attraper une main tendue, c'est pas évident. On l'a tous vécu. Moi, je l'ai vécu par rapport à l'expérience que je vous racontais tout à l'heure, où mes meilleurs amis voulaient venir me voir et je voulais pas les voir. Je voulais pas les voir parce qu'ils m'ont connu fort et j'étais faible. Voilà, donc bah, j'ai quand même discuté avec eux et puis finalement, bah, je me suis retourné vers quelqu'un que je connaissais pas, mais je me suis retourné vers quelqu'un. Et ça, on ne mmh. doit pas avoir honte de ça. Et au contraire, ça devient une force de le faire. Franchement, on s'en sort, on s'en sort. Mais faut aussi accepter qu'on n'est pas bien et accepter qu'on peut pas toujours s'en sortir tout seul. Mmh. Alors, nous allons vous partager quelques trucs et astuces, levier individuel et levier collectif, par rapport à ce dont on vient de parler. Alors, il peut y avoir cette technique-là, un petit kit de réduction du stress, mais quelque part, et on y viendra, Manuel, parce qu'au final, aller se défouler aussi en faisant du sport permet également de prévenir un surdosage de tension interne. Mais on a aussi d'autres choses à vous proposer pour effectivement tenter de réguler. Alors, pour tout ce qui est après une exposition à une situation particulièrement stressante, il y a des accompagnements qui sont spécifiques. Le diffusing, hein, qui est un déchocage psychologique et qui est fait par des psychologues, des psychiatres et des médecins qui sont formés et qui se fait dans les premières heures après l'événement. Alors, on a aussi le diffusing informel, on en parlait avec Manuel, c'est-à-dire les moments de détente, ce qu'on appelle en queue du stress, où il y a une espèce il y a une décharge collective qui peut mêler l'humour un peu décalé, hein, si on est de l'extérieur, mais qui vient vraiment réguler les émotions et qui sont extrêmement importantes. Et d'ailleurs, c'est des situations que certains d'entre vous, dans des métiers spécifiques où vous intervenez seul sur des situations qui peuvent être très choquantes, vous n'avez pas cet espace collectif. D'où l'importance de le demander après auprès du service de santé au travail. Le débriefing, qui est un petit peu plus tard dans le temps, qui est un peu moins à chaud et qui permet aussi de traiter les émotions, aussi contradictoires soient-elles d'ailleurs, et le rétexte, Manuel, le rétexte qui est Le plus rétex. technique, hein. Ouais. Ça s'appelle un Je retour rebondis. d'expérience. Retour d'expérience. Exactement, retour d'expérience. Alors, je rebondis un peu sur cette diapo. J'espère qu'il y a des managers euh, parmi nous. Le diffusing, c'est vraiment important. C'est le débriefing à chaud, c'est le moment où on va se dire les choses. Euh, Même quand tout a bien marché, en fait. Même quand vous avez réussi. Si vous voulez être performant, il faut toujours trouver des erreurs, même quand ça a bien marché. Nous, c'est ce qu'on faisait. Après une mission qui s'était bien passée, on se mettait dans une salle et on trouvait quand même quelque chose à redire sur quelqu'un. Et il faut, parce qu'on a toujours quelque chose à dire sur quelqu'un. Ça ne doit pas durer longtemps. C'est très émotionnel. On livre ses émotions. Mais ça doit être franc et ça doit être accepté par tout le monde. C'est pour ça qu'il faut en faire quelque chose qui existe finalement. Il ne faut pas que ça se passe à la machine à café. On rentre dans la salle et on rentre dans la salle, ça va être un peu la bagarre. Ça ne doit pas durer longtemps, mais on se dit les choses. Parce qu'on a besoin, d'éclater. Voilà. Ensuite, le débriefing à froid, ouais, là on est posé, on a un peu remis les choses dans l'ordre. Nous, c'était par exemple, on avait interpellé quelqu'un où on était entré pour sauver un otage et ça va tellement vite, on est tellement préparé que finalement on fait les choses
Et quelques temps après, on se dit, ah oui, c'est vrai, j'ai fait ça. Toi, tu étais là. Ah ouais, toi, je t'ai dit que tu avais fait, c'était pas terrible, mais finalement, tu étais là. Alors que... Et on trouvait toujours une raison. Donc là, le débriefing à froid, on est mieux. Le rétex, c'est quoi? Le rétex, c'est quelque chose dont on va se servir, une expérience dont on va se servir, notre expérience ou l'expérience d'autres, pour préparer ce qui pourrait arriver derrière. Donc on va analyser ce qui s'est passé, voilà, où on analyse ce qui se passe, ça peut aussi être sur le moment, on s'adapte, on va s'adapter à ce qu'on a analysé finalement, donc dans l'entraînement, dans le matériel, dans plein de choses, hein, dans la pièce dans laquelle vous êtes, dans les gens avec qui vous allez être. Vous allez maîtriser ça, c'est-à-dire que vous allez reprendre le contrôle de quelque chose au départ qui est nouveau pour vous. Et finalement, une fois que vous allez maîtriser ça, vous allez dominer le sujet. Et après, vous pouvez passer à un autre sujet. Voilà. Toujours en gardant ce côté canon conforme, parce qu'il peut toujours se passer quelque chose que vous n'aviez pas prévu. Ça, c'est la vie. C'est l'embouteillage le matin, c'est la chute parce que le trottoir est verglacé. C'est voilà, vous savez marcher, mais ça vous empêche pas de tomber. Voilà. Et au final, à la fin, quand on a tout ça, on domine son sujet et on est mieux. Et le stress là, pour le coup, il est exploité, on va dire, à bon escient. Et c'est tout à fait transférable après dans d'autres activités comme au ministère de la Justice, quand il y a eu un gros rush ou une mission spécifique ou, je ne sais pas moi, une situation où il y a eu beaucoup, enfin un sous-effectif par rapport à une surcharge de travail, etc. Ne jamais, jamais perdre l'opportunité de débriefer derrière et de faire un rétexte pour savoir finalement ce qu'on a traversé, comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'on a envie d'en retenir, qu'est-ce qu'on ferait différemment si ça se reproduisait. C'est que toute expérience a valeur d'apprentissage au final. Mais dès l'instant où on prend le temps qu'on n'a pas, certains me diront, et je l'entends trop souvent, mais en prenant ce temps, on prévient beaucoup de situations à venir. Donc, on optimise chaque situation. Là, Alors, on va... Oui. pardon, ouais, je vais juste. Souvent, beaucoup ont dû voir ce genre de reportage. Je reprends le thème du rugby ou du sport de haut niveau. On trouve ça génial quand l'entraîneur, à la mi-temps ou à la fin du match, dans les vestiaires, il dit ce qu'il pense, alors avec des noms d'oiseaux. On trouve ça génial, alors qu'en fait, on n'accepte pas de le vivre dans le milieu professionnel. Et c'est exactement ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils sont à chaud, ils viennent de quitter le match, ils s'engueulent, ils se congratulent, peu importe, mais c'est à chaud. Ensuite, dans les jours qui suivent, on ne va pas revenir sur France-Afrique du Sud, mais ensuite, on voit les choses différemment. Et finalement, tout ça, tout ce qu'ils ont vécu là, je reste sur le rugby, ils vont en faire un rétex et ils seront meilleurs pour la fois d'après. Parce qu'il y a plein de choses, parce qu'on a perdu d'un point, les autres ont gagné d'un point, mais c'était à nous d'avoir ce point. Si je prends l'exemple du match, et dans la vie, c'est ça en fait. À un moment donné, il faut aussi arrêter de se plaindre. On est tous comme ça, on a tous envie de se trouver des excuses, mais non. Et puis il faut oser avoir le courage intellectuel d'affronter ses collaborateurs, sa hiérarchie, dans le respect évidemment, mais ça fait partie du jeu finalement et de la vie. Et on va y venir, hein. Ça revient beaucoup l'idée de parler et on va y venir à savoir comment faire. Alors, après une situation stressante, mais aussi régulièrement, ne jamais, jamais finalement minimiser le repos et la récupération. Et comme on le disait tout à l'heure, le repos, c'est pas forcément faire comme la jeune fille, c'est-à-dire ne rien faire, quoique ça peut être très, très intéressant, mais ça peut être du sport. Chacun sa façon de récupérer. Toujours est-il que c'est extrêmement important comment dirais-je, de pouvoir s'octroyer ces moments-là. Comprendre ce qui s'est joué, là c'est pareil à titre individuel, faire de ce qui m'est arrivé une expérience, un apprentissage, qu'est-ce que j'en retiens? Il y a toujours une opportunité d'apprentissage. Et puis faire part de ses besoins et on va voir comment. Décidément, je le dis beaucoup qu'on va voir comment s'exprimer, mais parce que c'est un peu en filigrane. Alors, il y a autre chose qui est important à faire régulièrement, c'est faire les niveaux. J'en suis où? J'en suis où dans mes ressources, dans mes réserves? Je prends souvent l'image du téléphone portable. Si vous avez un téléphone portable qui a la batterie qui est en rouge et qui clignote et que vous en avez besoin et que vous êtes agacé parce que vous n'avez pas pris le temps de le recharger, vous le rechargez un petit peu, il repasse un peu au vert, vous le débranchez, vous en reservez, il repasse au rouge. Et vous faites comme ça pendant un certain nombre de fois jusqu'à ce que finalement, le téléphone vous lâche. Eh bien, pour nous, c'est pareil. De temps en temps, il faut éteindre le téléphone et le recharger complètement, sans quoi on risque effectivement de cramer la batterie.
Alors, on peut parler aussi d'entretenir, en fait, entretenir, prévenir, plutôt que d'avoir à guérir. Ben, c'est comme pour les voitures, finalement. Vous avez des entretiens à faire, la révision des 10 000, la révision des 20 000, prendre le temps de cet entretien. Et en fonction de ce que vous trouvez en faisant les niveaux et en faisant l'entretien ou l'auto-analyse de votre personne, vous en parlez. Vous en parlez à vos managers, à vos collègues, au service de santé au travail, aux ressources humaines, aux représentants du personnel. Vous avez un ensemble d'interlocuteurs en interne, bien sûr en externe aussi, mais en interne, vous pouvez solliciter un certain nombre de personnes. Manu, n'hésite pas. Hein. Oui, oui, non, non. Alors justement, comment parler de notre situation? Parce que pour le rappeler, une situation est celle que l'on perçoit, que l'on vit soi-même, mais qui n'est pas forcément visible de l'extérieur. Donc c'est important de pouvoir en parler. Alors la communication non violente, c'est un bijou en fait. Hein. C'est ce qui vous permet d'exprimer les choses sans faire monter la pression chez l'autre. En employant le je, vous employez toujours le je dans la mesure où vous parlez de votre situation, de votre ressenti par rapport à votre situation. Donc déjà, 4 étapes principales, j'observe. Qu'est-ce qui se passe? Avant de parler de moi, il faut que je fasse un point, que je m'observe ma situation dans mon environnement. Qu'est-ce qu'il se passe? Ensuite, qu'est-ce que je ressens moi dans cette situation? En fonction de ce que je ressens moi dans cette situation, est-ce que j'ai des besoins? Si oui, quels sont mes besoins? Et mes besoins, je vais aller en parler à qui de droit pour effectivement pouvoir exprimer des demandes pour satisfaire ces besoins, des demandes ou des idées, parce que je peux avoir des idées pour réorganiser mon temps de travail, par exemple. Et on met en discussion. Tu disais quelque chose, Manuel, par rapport justement à cette dernière étape, lorsqu'on discute, par exemple, avec son chef, son manager, on met Oui, en place, dis-moi, ouais. c'est important de dire parce qu'au moins, il est au courant. Donc, vous aurez un oui ou un non, peu importe. Vous aurez souvent, ce qui est le plus stressant, c'est de ne pas avoir de réponse parce que on va repartir, on n'a pas la réponse à ce qu'on veut, on ne sait toujours pas comment on va y arriver, et c'est là que tout s'enchaîne. Mais est-ce que réellement tous, on va voir nos chefs, nos collaborateurs, hein, pour leur exposer nos problèmes, nos besoins? Bon, tout à l'heure, il y avait la balançoire, la balançoire avec l'objectif et les besoins. Dans le monde militaire comme dans le monde de l'entreprise, c'est le gros problème en fait. On est souvent en manque de besoins. Euh, il faut aller le demander, il faut bien insister, il faut expliquer pourquoi, et après, chacun prend ses responsabilités. C'est ce qui est important. À partir du moment où on va vous dire, bah non, tu n'as pas l'objectif que vous deviez atteindre, il faudra bien le souligner, ne sera peut-être pas atteint. Donc, il faut avoir le courage, entre guillemets, d'aller voir. Je vois beaucoup de questions sur les RH et tout ça. Oui, effectivement, faut oser en parler. Et je ne suis pas sûr aujourd'hui dans le monde actuel, en tout cas, moi aujourd'hui, je suis dans le privé. Je le vois, je trouve que parfois, et ça me concerne aussi, on a tendance à se plaindre, alors qu'il suffit juste de trouver aussi le bon interlocuteur à qui parler. Ça, c'est important. Mais il faut dire les choses. Si vous ne dites pas les choses, vous n'avez pas de réponse et derrière, il se passera de toute façon rien. Alors, dans les autres trucs et astuces, on peut parler aussi des 3 qualités de présence, qui est un questionnement en fait quotidien, qui est un peu comme une hygiène mentale. Tu avais employé un autre terme, Manuel, qui parlait de, c'était pas le courage intellectuel ou Oui, le courage intellectuel. En fait, globalement, on se trouve toujours ou on se cherche toujours des excuses parce qu'on n'a pas osé, mais dans plein de domaines. Hein, voilà. Moi, je vais vous prendre. Quand j'ai voulu rentrer au GIGN, beaucoup m'ont dit: ouais, tu n'y arriveras pas, c'est trop dur. T'as vu les gars, c'est des machines, ils sont trop forts. Quand je suis arrivé au test du GIGN, donc c'était en 2000. Effectivement, la veille, on était dans une chambre, j'ai vu des gars, je me suis dit: mais Manu, mais en fait. Ah, mais finalement, j'ai pas écouté tout ça. J'ai écouté que les gens en fait qui me disaient tu vas y arriver, et qui étaient beaucoup beaucoup moins nombreux que les gens qui me disaient que j'allais pas y arriver. Mais il faut aller au bout des choses. Et j'ai croisé après des gens qui regrettaient qui n'avaient pas tenté les tests ou qui avaient échoué, mais à qui on avait dit de revenir et qui croyaient que c'était pas vrai en fait, qu'on leur disait ça, mais qu'on les prendrait jamais. Et là, j'ai eu de tout. J'ai eu des gens qui sont pas revenus, j'ai eu des gens qui sont revenus au bout de faire 3 fois les tests du GIGN, c'est horrible.
il y en a qui l'ont fait. Donc finalement, il y a quand même des gens qui vont au bout des choses, il y a quand même des gens qui ne prennent que le positif de ce qu'on leur dit. Et parfois, votre manager, quand il vous dit, vous pouvez croire que ce qu'il vous dit, c'est pas vrai, mais il le pense vraiment, quoi. C'est juste qu'il vous le dit, il va pas brosser, il va pas vous caresser dans le sens du poil. S'il vous dit qu'il a confiance en vous, c'est qu'il a confiance en vous. Et parfois, on n'a pas l'impression, parce que derrière, on a le sentiment que ça n'avance pas. Mais si, il faut aussi comprendre que parfois, celui qui est au-dessus de vous, c'est pas simple pour lui non plus. Donc, mais il faut oser en parler. Voilà. C'est systémique. Alors là, dans la qualité de présence à soi, c'est déjà, avant de répondre à l'autre et à sa demande, déjà, est-ce que pour moi, c'est OK? C'est-à-dire quelqu'un qui vous dit, ah là là, j'ai absolument besoin de toi sur un dossier. Moi, si je suis sur un dossier qui est très important, je vais demander à l'autre, quand est-ce que je peux t'aider à partir du moment où j'ai terminé mon dossier, ou qui d'autre que moi peut t'aider. En gros, c'est déjà se poser la question pour soi, est-ce que c'est OK? Si c'est pas OK, on le dit à l'autre. D'accord? Après, parfois, on peut dire non, là, je ne peux pas. Bah, si, à partir du moment, tu le peux. Si c'est hiérarchique, enfin, il y a un moment, on est dans un système avec aussi un ensemble de directives et c'est un petit peu le jeu. Maintenant, après, c'est la négociation. Que si maintenant je prends votre dossier en priorité, alors j'ai besoin de voir avec vous quand est-ce que ma priorité à moi, je peux la caler en étant déchargée des autres sujets. Donc, c'est toujours question de discussion, mais quand ce n'est pas OK pour nous, on le dit. Ensuite, la qualité de présence à l'autre. Si on s'oublie et qu'on ne pense qu'à l'autre, on ne va pas être en bonne qualité de présence avec l'autre. De même qu'avec son environnement. Donc, 3 qualités de présence, à soi, à l'autre, à son environnement. Si je m'oublie, ça ne va pas être qualitatif avec l'autre et ça ne va pas être qualitatif à l'environnement. C'est très important de se poser la question. Encore une fois, dans un système, et parfois on n'a pas le choix, mais dire les choses. Après, quelque chose aussi qui est important d'avoir à l'esprit dans tout ce qui est burn-out, épuisement professionnel, on a quand même des sauveurs. Le sauveur, c'est celui qui sait jamais dire non, mais qui va même anticiper d'éventuelles demandes. Bouge pas, je vais le faire à ta place, vas-y, rentre chez toi, je vais le faire, non mais je vais me débrouiller, ou ok, encore une astreinte, une contrainte, je la prends, c'est ok. En fait, questionnons-nous, le sauveur, le dit sauveur, n'existe que par la reconnaissance qu'il va avoir de la part de ses victimes. Donc, des personnes qu'il va venir aider, alors même que ces personnes ne l'ont pas demandé. Donc, ils vont être dans l'anticipation. Sauf que pour exister, ils ont besoin de ces victimes, donc ils ont besoin des bourreaux. C'est un sujet à part entière. On pourrait faire une journée sur ce qu'on appelle le triangle dramatique de Karpman. Je vous invite à faire des petites recherches dessus. On comprend et on décortique beaucoup de situations qui sont compliquées et douloureuses au travail grâce à la lecture de ce triangle. On ne peut pas dérouler là, mais je vous l'ai laissé pour que vous puissiez vous en saisir. Avec cette petite citation de Georges Clemenceau que je trouve très adaptée par rapport à cette dynamique de manipulation, c'est les cimetières sont pleins de gens irremplaçables qui ont tous été remplacés. Voilà, je vous laisse, enfin non, je ne vous laisse pas parce qu'on va poursuivre, mais en tout cas, je pense que c'est quand même une notion qu'il faut avoir à l'esprit. Elle est Donc, importante, pardon, ouais, elle est importante d'autant plus que là, on est dans la perte de contrôle complète. Et vous laissez le contrôle à quelqu'un d'autre. Donc, vous devez rester maître de vous-même. Hein. Il n'y a pas là-dessus, il n'y a pas de secret. Hein. Il faut vraiment, déjà, il faut avoir confiance en soi. C'est quand même hyper important d'avoir confiance en soi, d'être sûr de soi. Le job que vous exercez aujourd'hui, vous n'êtes pas là par hasard. Vous avez passé des examens, des diplômes, vous avez des compétences. Voilà, vous devez avoir confiance en vous. Ce que disent les autres, ce que pensent les autres, à partir du moment où vos objectifs sont atteints, c'est leur problème à eux, c'est plus le vôtre finalement. Alors ensuite, dans les quelques minutes qui nous restent, parce que le temps tourne très vite, mais là aussi, prendre le temps pour éviter d'en perdre après, c'est important. Vous verrez par la suite, dans ce que vous allez recevoir, quelques trucs et astuces que vous allez pouvoir travailler vous-même, notamment pour rééquilibrer les domaines de vie. C'est quelque chose de très important. Hein. Peut-être mettre juste la petite image, c'est-à-dire que voilà, si notre vie était un bateau, eh bien, ce bateau flotte parce qu'il a une cale. Et imaginons que la cale soit à 90% consacrée au travail et le reste, vie de famille, vie sociale, étant pour soi. Mais s'il y a une voie d'eau dans la partie travail,
c'est votre vie qui coule. Donc la réflexion, alors souvent accompagnée, mais vous pouvez réfléchir sur comment rééquilibrer mes domaines de vie pour permettre une flottaison quoi qu'il arrive. Et puis être dans un bateau, Manuel. Ouais, il faut choisir un cap et il faut s'y tenir. C'est vraiment une belle image parce que quand vous prenez, enfin pour ceux qui, je ne sais pas s'il y en a qui savent, qui ont navigué déjà, mais vous avez les courants, vous avez les vents et ça change tout le temps. Mais par contre, vous allez toujours vouloir aller au même endroit et ça c'est hyper important. On prend un cap et on s'y tient. Voilà. Alors on va pas aller en ligne droite parce que c'est la vie, mais le but c'est quand même d'y aller et on met toutes les chances de son côté. Et pour ça, il faut un navire en bon état. Il faut savoir où on va et avoir le bon matériel et avoir des compétences pour y aller. Et quand on a tout ça, globalement, oui, on va traverser les tempêtes, on va peut-être avoir de l'eau qui va rentrer, mais on a le matériel pour l'enlever. Et voilà, c'est schématique, mais la vie, c'est ça en fait. Et sinon, c'est sûr que le bateau, il coule et après, c'est fini, quoi. Et vous trouverez également d'autres outils dont vous pourrez vous saisir très facilement. Le semainier des émotions, décrypter ces émotions au travail, déjà pour qu'elles évitent d'infuser votre deuxième journée, parce qu'effectivement, si vous êtes très stressé, très énervé, vous allez vous énerver contre le conjoint, qui s'énerve contre l'enfant, qui s'énerve contre le chien, qui s'énerve contre le chat qui mange le poisson rouge. Donc après, c'est en cascade. Donc comprendre ses émotions, une émotion, c'est quelque chose qui nous met en mouvement. Donc une émotion, elle est essentielle à être accueillie et à en faire quelque chose. Mais vous verrez, ce sera dans un slide qui est ici, comment est-ce que je peux finalement partir de ma journée au travail, qu'est-ce que j'ai ressenti, quelle émotion a été accueillie, qu'est-ce que j'ai pensé, quels étaient les besoins, comment j'ai réagi et qu'est-ce que j'en retiens. Et quand on fait ça pendant à peu près une semaine à l'écrit, après on le fait automatiquement et on le fait comme dans un sas entre le travail et chez soi. Après, le travail sur les stresseurs, analyser les différents stresseurs qui vont avoir un impact sur moi et reprendre la main dessus si je le peux. Et qu'est-ce que je fais pour annihiler le stresseur négatif ou comment je m'en protège. La cohérence cardiaque, on vous a mis un exercice et une appli qui est absolument extraordinaire pour réguler les hormones du stress et puis des exercices de stabilisation. On a une petite image aussi qui nous est assez chère avec Manuel, hein, l'image de l'arbre. Eh bien, un arbre pour résister au vent contraire, pour résister aux tempêtes et pour continuer à se développer au fil des saisons, il faut qu'il ait des bonnes racines. Et pour que ces racines soient dans un bon état, il faut qu'elles soient dans le bon environnement et dans le bon terreau. Donc, c'est important aussi de choisir dans quel environnement on peut développer nos valeurs plutôt que d'attendre tout de la terre. Des fois, on va rempoter notre arbre ailleurs. Voilà, qu'est-ce qu'on pouvait vous partager d'autre? En conclusion, le stress en soi n'est pas quelque chose de délétère. Il a un aspect vital, il peut avoir un impact létal. Le burn-out est toujours la résultante d'un processus qui lui-même est toujours multifactoriel. On retrouve l'individu et l'environnement dans lequel est l'individu et c'est une interaction qui va ou non engendrer des phénomènes de burn-out et il est évitable. Pour nous, en parler, sensibiliser, outiller, c'est déjà prévenir pour éviter d'avoir à guérir. Et j'aurais envie de laisser la parole à Manuel pour la dernière. Ouais. Non, en fait, moi, en conclusion, il y a une chose qui est vraiment importante. Nous, Sabine, on en a énormément parlé. À la base, on était un peu parfois en désaccord, mais globalement, le stress qu'on a au quotidien, on veut toujours faire quelque chose de bien. Donc, moi, je vais prendre des exemples concrets. Vous allez à un entretien, vous êtes stressé, mais finalement, c'est pour faire quelque chose de bien. J'ai fait du parachutisme quand j'étais à la porte de l'avion, même après des milliers de sauts, le stress est diffusé différemment, je ne le ressentais pas de la même façon, mais il est toujours là. Mais le but, c'était quand même de me faire plaisir. Quand on était en intervention, qu'on était derrière une porte avec des gens qui nous attendaient, on était stressé. Alors, ça n'empêchait pas de se raconter des blagues 2 minutes avant, justement pour évacuer les choses entre nous à la radio. On refaisait focus au moment de rentrer, mais globalement, on était stressé. Mais le but, c'était quand même de faire les choses bien. Là où ça se complique, c'est quand en fait et là vous contrôlez en fait tout ça, parce que c'est quelque chose, vous y allez, c'est vous y allez de vous-même.
Et là où ça se complique, et c'est là où l'image de l'allumette est géniale, c'est qu'à un moment donné, il ne faut pas perdre le contrôle. Et pas perdre le contrôle, c'est là où il faut se rapprocher des autres, aller parler, même à la personne qui ne vous aime pas, aller demander de l'aide, aller demander des moyens. Vous ne serez pas toujours écouté, vous ne serez pas toujours entendu, mais au moins vous l'aurez fait. Et ça, on ne pourra jamais vous le reprocher. Donc, il faut positiver dans la vie, on le dit tout le temps, mais c'est vrai finalement. Et puis ne pas oublier il y a l'image de l'arbre qu'il y avait tout à l'heure, ne pas oublier ses racines, quoi. Ce qui vous fait tenir, même si vous êtes dingue de votre job, parce qu'en fait on est dingue de notre job, ce qui vous fait tenir, c'est pas les feuilles, hein. C'est tout ce que vous avez, c'est la famille, les amis, votre tissu, votre réseau, vos réseaux sociaux, en termes de personnes, hein, pas les réseaux sociaux qui nous bombardent tous les jours. Mais c'est ça en fait qui fait tenir le reste. Et quand vous avez ça, il faut bien faire attention au terreau, il faut bien faire attention aux racines, et puis il ne faut pas avoir peur d'affronter les tempêtes. Et ça, c'est vraiment important. Voilà. Merci Manuel, merci à tous. Alors, j'ai vu qu'il y avait oui, on va transmettre les documents parce que Oui, tout à justement, vous fait. allez trouver les exercices. Merci à tous. Merci à vous deux pour cette conférence. Merci beaucoup. En tout cas, c'était très instructif. C'est vrai que c'est passé très vite. C'était assez dense, mais effectivement, vous retrouverez ce support de présentation que vous pourrez télécharger chez vous. Donc, n'hésitez pas. Je vois de beaux retours dans le chat, des remerciements. Merci pour votre participation. Donc, il y aura une prochaine conférence qui aura lieu dans une semaine. On vous retrouvera, vous, à nouveau, Sabine. Donc, hop, le lien est cliquable juste ici au-dessus, hein, si vous souhaitez vous y inscrire dès maintenant. Merci à vous deux. Très belle. Oui, vous souhaitez rajouter quelque chose ? N'oubliez pas d'être courageux. Parfois, on pense qu'on n'a pas de courage. Détrompez-vous. C'est pas forcément le plus grand et le plus baraqué qui fera quelque chose de courageux. Et à l'inverse, c'est pas forcément le petit tout maigre caché dans son coin qui n'interviendra pas. Ça, faut bien vous le mettre dans la tête. Tant qu'on ne vit pas la situation, on ne sait pas du tout jusqu'où on peut aller. Donc voilà. Très bien, merci beaucoup pour ce conseil de fin. Merci à vous. À très vite, bonne journée. Au revoir. Au revoir, ciao. Au revoir.